Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, on s'intéresse au formidable pouvoir de l'entraide, des associations qui s'engagent au quotidien pour les plus fragiles. Avec nous sur ce plateau, pour en parler, Jean-Marc Tarian, responsable du développement des Bureaux du Cœur en Ille-et-Vilaine. Gratien Regnault, vous êtes délégué au développement en France de Lazare. Et enfin, Olwen Le Sourd, vous êtes responsable adjoint de la communauté Emmaüs Rennes, Édé et Saint-Malo. Alors avant de vous entendre chacun sur vos actions au quotidien sur le terrain, on voulait savoir déjà comment chacun vous avez déjà mis un pied quand vous étiez soit plus jeune dans le milieu associatif. Gratien Regnault. Alors, moi, c'est peut-être notamment Lazare, c'est centré sur le monde de la rue. C'est vrai que le monde de la rue, c'est un monde qui m'a toujours touché. Mmh. Et j'ai commencé notamment quand j'étais en école à créer un petit groupe de maraudes pour aller au contact avec les personnes de la rue. Et après, de la richesse de ces rencontres, c'est vrai que j'ai toujours eu envie, d'une manière ou d'une autre, de rester en lien. Et donc, c'était c'était parfois seul et parfois justement en groupe. Et quand j'ai connu Lazare, j'ai petit à petit cherché à apporter ma pierre à l'édifice, qui était très simple au début. Je pense notamment à une soirée de levée de fonds qu'on avait organisée il y a quelques années avec ma femme. Et puis en arrivant à Rennes, cette envie de m'engager cette fois concrètement, sauf qu'il n'y avait pas de maison. Et donc j'ai été bénévole pendant 3 ans à Rennes pour que la maison ouvre ses portes, devienne une réalité. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup mieux en tout cas connu l'association et que j'ai finalement franchi le pas du salariat. Olwen Le Sourd, est-ce que vous vous souvenez de votre premier engagement associatif ? Premier engagement associatif, ça a été dans le sport. D'accord. C'est aussi des associations, mais étudiant à Rennes, moi j'ai commencé mon engagement avec des bibliothèques de rue, avec ATD Carmonde. D'accord. Et ce qui a peut-être aussi lancé ma carrière. Après, j'ai été pendant 10 ans responsable d'une association, Lire c'est vivre, qui gère les 10 bibliothèques de la prison de Fleury-Mérogis. D'accord, donc vous avez toujours baigné finalement dans un univers associatif. Ouais, que ce soit en tant que bénévole ou après, ça a été mon premier... J'ai toujours travaillé dans l'associatif. Jean-Marc Tarian, comment s'est concrétisé pour vous votre premier engagement associatif ? Écoutez, c'est par le biais de la Jeune Chambre économique, à laquelle je suis rentré à l'âge de 25 ans à Lille, qui est une association qui a pour ambition de mettre le citoyen un petit peu plus investi dans la cité. Et il y a plein d'actions qui peuvent être menées de différentes natures, permettant de rendre la cité plus belle et le vivre ensemble plus sympathique. Voilà, donc j'ai été membre de cette association pendant 3 ans à Lille. Et après, j'ai déménagé sur Lyon, où je me suis investi cette fois-ci au sein du mouvement des centres des jeunes dirigeants, le CJD, où là aussi, il y a pas mal d'actions qui sont menées sur le plan associatif pour développer l'entrepreneuriat au sens large. Voilà. L'associatif et le milieu entrepreneurial, finalement, peuvent coïncider. C'est ce que vous dites aussi, bien sûr. À travers votre témoignage. Tout à fait. Alors avant de vous entendre sur vos engagements respectifs actuels, on vous propose ce matin de découvrir une association rennaise qui s'appelle Bulle Solidaire et qui se mobilise pour les sans-abri. Evan est allé à leur rencontre. Et oui, il y a vraiment des gens formidables en Bretagne, notamment Laure Anna, puisque tu as créé l'association Bulle Solidaire à Rennes. On est dans vos locaux ici. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le but de l'association ? Oui, complètement. En fait, Bulle Solidaire existe depuis 2017 et notre but principal, c'est de permettre l'accès à l'hygiène corporelle pour toutes et tous. Ça passe par différents moyens, mais en tout cas, on distribue des produits d'hygiène corporelle aux personnes qui sont en situation de précarité. Et quand tu dis « on », vous êtes d'une initiative que tu as lancée il y a 4 ans et demi. Maintenant, vous êtes combien de membres ? On est une soixantaine de bénévoles. Il y a 130 personnes adhérentes, à peu près. Et alors, vous collectez des produits d'hygiène dont on en a tout autour de nous, qui sont bien rangés, bien classés, mais on en a fait un petit showroom. C'est ça. Qu'est-ce que vous collectez, par exemple ? Et comme tu peux le voir, ça passe par les savons durs, des shampoings aussi en format liquide, des parfums, du maquillage,
des rasoirs, des serviettes hygiéniques évidemment, de la mousse à raser, mais aussi des petites choses en tout petits échantillons, du style ce qu'on peut récupérer dans les hôtels ou en institut, et qui servent bien aux personnes qui n'ont pas d'espace pour stocker. Et alors, comment vous les collectez? Est-ce que moi, je peux venir apporter, par exemple, justement, un petit échantillon de dentifrice qu'on m'a donné la semaine dernière? Alors, en fait, on a un site internet et on a une carte qui permet de localiser tous les points de collecte disponibles en France, notamment à Rennes. Et du coup, les personnes peuvent savoir quelle est la boîte la plus proche de chez eux. Il y en a, par exemple, dans tous les Biocoop de Rennes. Et ça permet à tout le monde de contribuer. Et il y a aussi des entreprises qui vous donnent. Exactement. En fait, on est de plus en plus connus. Et de ce fait, c'est génial parce qu'en fait, il y a des marques cosmétiques ou pharmaceutiques qui nous contactent et qui nous disent, bah voilà, nous, on a une palette de serviettes hygiéniques à vous donner. Par exemple, ces derniers temps, on a beaucoup de gel hydroalcoolique, de masques sanitaires. Ça nous arrive aussi d'avoir de la crème pour les mains. Bon, alors moi, je regarde un petit peu ce qu'il y a là. Ah, oula, dans la rubrique parfum homme, on a un gros parfum. Effectivement, on n'a pas toujours des gros formats comme ça, mais là, on a de quoi faire. Celui-là, ça va. Voilà. Alors comment, justement, parce que c'est bien gentil de distribuer des savons aux personnes sans abri, mais ils ou elles vont faire comment pour s'en servir? Comment on a accès à la douche et à l'eau quand on est dans la rue? Alors c'est une super question parce qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès à l'eau parce qu'elles n'ont pas de logement ou en tout cas ne peuvent pas se déplacer autant qu'elles le voudraient. Heureusement, à Rennes, il y a des structures qui existent déjà, notamment le Puzzle et le Secours catholique. Il n'y a pas que eux, mais notamment eux, qui permettent aux personnes d'aller se doucher gratuitement, de laver leur linge, d'échanger avec des travailleurs sociaux. Ceci étant, tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer vers ces structures-là, parce qu'il faut pouvoir marcher. Parfois, les personnes ont beaucoup de sacs. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez fait une campagne participative, ça me fait une super transition, pour financer un camping-car. Effectivement, au début du premier confinement lié à la situation sanitaire, on a lancé un financement participatif sur la plateforme Les Petites Pierres. Et en fait, en moins de 3 semaines, on a réussi à récolter 20 000 €, ce qui nous a permis d'acheter un camping-car chez un particulier. Eh ben, on n'en dit pas plus, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Le camping-car, il est sur le parking. Et figurez-vous que dans quelques instants, on va vous le faire visiter. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Gracien Regnault, vous connaissiez cette association Non, Bulle je ne Solidaire connaissais pas. J'imagine que les problématiques évoquées sont des problématiques que vous avez rencontrées lors de vos maraudes. Oui, absolument, exactement. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que moi, ce que j'aimais bien dans les maraudes, c'est vraiment de vivre un moment d'échange d'égal à égal et pas de. C'était un choix, mais pas d'arriver en apportant quelque chose pour pas créer peut-être parfois ce qui est un peu une vraie blessure pour les personnes de la rue, ce sentiment un peu d'infériorité. Donc j'aimais bien en fait la gratuité de la rencontre. Voilà. Alors on va parler maintenant d'Emmaüs que vous représentez, Olwen-le-Sourd, bien ancré dans le paysage de l'entraide depuis des décennies. Alors on a tous en tête souvent les collectes, les recycleries, mais Emmaüs accueille depuis 1949 des compagnons. C'est une activité qui est souvent méconnue du grand public. C'est effectivement la base de toute communauté Emmaüs. Il en existe un peu moins de 130 de tête aujourd'hui. L'idée, c'est d'accueillir toute personne qui frappe à la porte, qui a besoin d'aide, et de proposer un toit, de la nourriture et de l'activité. Il faut savoir qu'on ne reçoit pas de subvention et que ce sera notre activité de récupération d'objets, de tri et de revente qui va permettre de faire vivre ces communautés. Aujourd'hui, nous, à Emmaüs Rennes et des Saint-Malo, on accueille un peu moins de 80 personnes. D'accord. Des femmes, des enfants, des hommes, qui un jour ont frappé à la porte et qu'on a accueillis. Malheureusement, tous les jours, on reçoit des appels, des mails. Vous ne pouvez pas accueillir viennent frapper. vous pouvez accueillir toutes les demandes, c'est ce que vous dites. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin, beaucoup de personnes à la rue, et on est dans l'incapacité d'accueillir tout le monde. Et quel est le rôle de ces compagnons au sein d'Emmaüs? À quoi ressemble leur quotidien à vos côtés? Le rôle, c'est de participer à la vie de la communauté. Donc, c'est de participer à toutes les tâches qui puissent exister dans un lieu de vie, et puis de participer à cette activité économique. Donc, on va avoir des gens qui vont accueillir les particuliers qui vont déposer des dons. On va avoir des compagnons sur des postes de tri, des postes de vente.
Mais il y a aussi toute une logistique derrière. Donc on va avoir des compagnons qui vont partir avec des camions en ramasse chez les particuliers, récupérer meubles et machines. Il y a aussi des postes de cuisine, de ménage. Est-ce qu'il y a une logique aussi au bout d'une réinsertion dans un collectif, dans une communauté? Nous, on est avant tout sur de l'accueil, de la mise à l'abri, D'accord. souvent de l'accueil d'urgence. Et tout l'enjeu est de proposer un accompagnement et collectif pour le groupe et individuel. Donc tout compagnon peut choisir de sortir de la communauté quand il veut. Et dans ce cas-là, on proposera un accompagnement individuel, mais ce n'est pas notre but premier. Et quel est le profil de ces personnes qui viennent toquer à votre porte aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Est-ce que la crise sanitaire amène aussi de nouveaux profils qui jusque-là n'étaient pas si présents? Alors depuis une dizaine d'années, on voit des personnes un peu différentes, surtout des personnes des migrants, des exilés, qui viennent chez nous. Nous, dans notre communauté, ça fait une dizaine d'années qu'on commence à accueillir des femmes. Ça n'existait pas. On avait un profil essentiellement d'hommes, français ou européens. Et comment vous l'expliquez cela? Comme la société, on le voit bien, il y a de plus en plus de... Et pour en revenir à la crise sanitaire, on a, entre guillemets, revu des Français revenir. On a eu pas mal, par exemple, de gens pendant les confinements qui travaillaient dans la restauration, qui étaient saisonniers, qui sont venus frapper à notre porte. Donc ça a été encore un nouveau public à revenir, j'ai envie Alors de vous dire. le disiez, ils sont 70-80 dans votre communauté. Comment vit ensemble tout ce petit monde? Parce que ça doit être une sacrée organisation. Il faut avoir les locaux pour les accueillir. Après, il y a toute la logistique du quotidien, se nourrir. Toutes les communautés sont basées sur un principe, c'est le trépied, ce qu'on appelle le trépied, des salariés, des bénévoles et les personnes accueillies, donc les compagnons. D'accord. Et on essaye de fonctionner ensemble, on met en place une certaine forme de gouvernance. On est une association, il y a un conseil d'administration. Depuis peu, les compagnons peuvent rentrer dans le conseil d'administration, donc c'est une élection comme pour les bénévoles. Et tout ça, nous les salariés, on est plutôt là pour, j'ai envie de dire, avoir un rôle de facilitateur, un peu de cadre, mais surtout de facilitateur, de faire fonctionner toute cette machine, qui est une grosse machine. On reçoit à peu près 2000 tonnes de matériel par an. Il y a besoin de bras aussi pour gérer tout cela. Et combien de temps restent les compagnons en moyenne? Est-ce qu'il y a des durées On n'a pas vraiment de statistiques. C'est vraiment pour certains, c'est une mise à l'abri temporaire. Ils souhaitent le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, sortir de la communauté. Pour d'autres, c'est un choix de vie. Donc aujourd'hui, on peut naître dans une communauté. On a encore eu une naissance il y a peu. Et on peut aussi mourir dans une communauté. Quand on y reste ça peut être un choix de vie. Longtemps. Vous connaissiez un petit peu ce système de compagnonnage, si on peut le dire, à Emmaüs? Un petit peu, oui. La démarche de l'abbé Pierre est très connue, évidemment. On en a tous entendu parler. Là, on apprend plus profondément à découvrir les choses au travers de ce témoignage. Et puis de la soirée qu'on avait eue il y a à peu près 2 mois, dans vos locaux, avec le Centre des jeunes dirigeants, où il y avait une plénière et une présentation découverte visite de vos locaux. On va parler justement à présent de la plus jeune des associations du jour, c'est Bureau du Cœur. Alors, association qui est née en 2019. À qui ces bureaux ouvrent-ils leur cœur? Alors, ces bureaux ouvrent leur cœur à des gens qui sont dans la rue en priorité, des SDF, mais aussi à des personnes qui peuvent être amenées à dormir dans leur voiture. C'est des travailleurs qui n'ont pas les moyens de se payer un logement et qui dorment dans leur voiture. C'est aussi des étudiants, de plus en plus, pour certains d'entre eux, qui se trouvent sans logement et qui dorment dans leur voiture. Donc des gens qui sont en situation de précarité et isolés. Voilà. Donc on va offrir à la fois un toit, mais aussi du lien social. Alors je vous propose à nos téléspectateurs qui nous regardent de voir ce que ça donne au quotidien avec ce reportage tourné à Nantes. L'horizon à perte de vue.
et une terrasse de 220 mètres carrés pour lui tout seul. Les soirs et les week-ends, Mustapha Damani dort dans un bureau. En fait, la salle de conférence d'une entreprise de télécommunications nantaise. Une parenthèse pour cet homme, devenu sans-abri après des problèmes familiaux. Ça me permet de refaire confiance à la vie. C'est grâce, lorsque je suis venu ici, c'est ici que j'ai trouvé le travail. Et maintenant, je suis en train de chercher et je vais trouver un appartement. Ah, Mustapha, C'est Yves Le Goébel qui l'accueille quelques mois. tu veux prendre un petit café? Une expérience enrichissante, dit-il, entre deux mondes qui ne se côtoient pas habituellement. Une aventure humaine initiée par les Bureaux du Cœur, une association qui incite les patrons à la solidarité. C'est rendre service aux personnes qui en ont besoin et c'est évidemment qu'elles puissent s'insérer. C'est une chaîne, en fait, on est un petit maillon de la chaîne qui permet à des personnes qui en ont besoin de pouvoir avoir un nouveau départ, quel que soit leur âge. Pour se lancer, Yves Le Goébel a simplement investi dans un canapé-lit et convaincu une assurance d'inclure son invité. Démarrée à Nantes il y a 2 ans, l'initiative a séduit une quinzaine d'entrepreneurs de la ville. Merci pour ce reportage. On vient de le voir, donc il y a cet homme qui est accueilli dans ses bureaux à Nantes. Comment sont identifiées justement les personnes qui veulent être accueillies? Parce que chez Emmaüs, on vient toquer à la porte. Je pense que c'est beaucoup plus difficile, en tout cas, d'accès pour ces personnes. Alors, il faut effectivement qu'on arrive à tisser, c'est ce à quoi je travaille actuellement, des liens de coopération en faisant connaître notre initiative à des associations. Ça peut être le Secours catholique, ça peut être le CCS, il y a tout un tas d'associations qui sont déjà aux côtés de ce public de personnes à la rue. Et l'idée, c'est effectivement de créer, nous, un pôle d'entreprises hautes, accueillantes, notamment à Rennes pour démarrer, très vite de monter à une dizaine d'entreprises qui puissent le soir accueillir une personne pendant la nuit et de partager le matin un petit café avant qu'il ne reprenne son cheminement et nous, nos bureaux. Tout ça est évidemment gratuit. Et c'est aussi de s'intéresser à la capacité, comment peut-on aider ces gens-là à rebondir sur le plan professionnel s'ils souhaitent retrouver un travail. Donc c'est d'aider à faire un CV, c'est de voir en quels moyens on peut les connecter en fonction de leurs compétences avec des entreprises qui pourraient chercher ce type de profil. On peut les accueillir 3 mois, éventuellement à nouveau une période de 3 mois pour chaque entreprise. C'est un point d'accueil temporaire sur un projet de rebond et de sortie de la rue. Et ça demande aussi quand même quelques règles, quelques dispositions pour ces entreprises qui souhaitent accueillir ces personnes. Il y a des conventions en fait tripartites entre l'association qui accompagne la personne qui est à la rue pour l'accompagner sur un plan plus global, si vous voulez, et notamment par rapport à son projet de vie, de rebond. Un engagement dans cette charte à 3 de la personne qu'on accueille sur le respect des locaux, le respect d'horaires, de propreté minimum, et puis un engagement de l'entreprise qui effectivement va mettre en référent pour passer du temps le matin avec cette personne, veiller à l'accueillir, veiller à pouvoir répondre à des besoins éventuellement essentiels qu'elle aurait. Voilà, donc c'est une collaboration à 3. Est-ce que c'est facile de convaincre les chefs d'entreprise d'ouvrir leur bureau ? Alors, moi, je suis en phase de démarrage. Ça fait 3 mois. Je suis la première entreprise sur Rennes que j'ai adaptée donc, pour pouvoir accueillir une personne. Et nous travaillons avec le Centre des jeunes dirigeants, avec l'APM et le monde professionnel qu'on va mobiliser pour multiplier les entreprises hautes. Je pense que nous n'aurons pas trop de difficultés à obtenir l'accord de chefs d'entreprise, puisque en un an, sur Nantes, ils sont déjà 18 entreprises. Au Mans, ils sont 10 entreprises. Et notre objectif, c'est d'être une dizaine d'entreprises très vite accueillantes sur Rennes. Alors chez Lazare aussi, le credo est de faire cohabiter des mondes qui ne pourraient pas se croiser. Depuis 15 ans, vous proposez des colocations peu habituelles. Ouais, c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup avec Emmaüs et Bureaux du Cœur. C'est vraiment cette rencontre en fait qui se vit dans chacune de nos associations. À Lazare, la spécificité, ce sont donc des colocations solidaires entre 2 publics très différents, des jeunes actifs d'une part et des personnes qui ont connu de près ou de loin la galère de la rue. Et on aime bien dire déjà pour gommer un peu cette différence dans nos maisons, des gens qui sont à l'abri du besoin et des gens qui ont besoin d'un abri. Avec cette conviction évidente que
au-delà de leur offrir un toit, c'est vraiment le lien social qui va les aider à se reconstruire. Et aussi cette conviction qu'ils vont s'apporter mutuellement. Voilà, on veut vraiment qu'il n'y ait pas de dimension d'accueilli ou d'accueillant dans nos colocations, mais plutôt que chacun ait envie de vivre une aventure humaine assez extraordinaire. Le mot est bien choisi parce que c'est pas du tout ordinaire. On sort un peu de ses références, de son petit référentiel, et en même temps on se rend compte que en dépassant parfois le premier regard, on découvre des gens extraordinaires qui vont en fait nous faire grandir, nous édifier. Ça existe depuis 15 ans. Qu'est-ce qui a eu l'idée de ce projet, Lazare ? L'idée, c'est des premières rencontres qui se sont vécues à Paris. C'est Étienne et Martin, deux jeunes pros, qui avaient des amis de la rue et qui ne les voyaient pas évoluer depuis les années qu'ils les côtoyaient, et qui ont eu cette inspiration de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on s'installe avec eux ? Et donc, ils ont commencé par un petit appartement où ils sont installés avec Karim, Rabat et Yves. Et quand ils ont vu deux choses au bout d'un an, la première, comment Karim, Rabat et Yves s'étaient vraiment posés, stabilisés et avaient recommencé à se projeter. Et quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé, comment eux, Étienne et Martin, avaient... Ça les a aussi bouleversés d'une certaine façon. Oui, exactement. C'était vraiment construit, en fait. En côtoyant ces personnes, en fait, ils se sont dit, c'est un secret qu'il faut qu'on partage. Et donc, ils se sont mis à démultiplier ces colocations. À Paris, ça s'appelle l'Association pour l'amitié, et en province et à l'international, Lazare. Et comme dans toutes les colocs, quand sonne l'heure des départs, c'est aussi avec un petit pincement au cœur. On a retrouvé ce reportage tourné par nos confrères de France 3. Salut, moi c'est Fred. J'ai pas 20 ans, j'ai pas beaucoup d'équilibre et je vais vous avouer un truc, c'est pas moi qui fais du skate au départ. On s'est dit qu'il y avait un truc à faire, on a inventé un concept destructif, le vivre ensemble. Je me disais les mots, le concept destructif, j'arrive toujours pas à le dire. Ils se sont improvisés comédiens avec beaucoup d'humour pour recruter de nouveaux colocataires dans leur joyeuse maison du centre de Nantes. Leur cible, des jeunes actifs. Alix, 25 ans, et Freddy, 53 ans, ont vécu sous le même toit durant des mois. Dernier préparatif avant la fête d'au revoir. Alix prend son envol ailleurs avec un peu de nostalgie, mais beaucoup de souvenirs positifs. Ça m'a vraiment donné confiance en moi. En fait, je me suis rendu compte qu'à Lazare, on aimait nos colocs tels qu'ils étaient, que ce soit des personnes qui ont un métier, qui n'en ont pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, du coup, moi, j'étais vraiment aimée aussi telle que j'étais. À la Maison Lazare, les jeunes s'engagent pour 1 an minimum à cohabiter avec des personnes qui ont connu la rue. C'est une association catholique, mais un concept ouvert à tous. Ça va faire 6 ans le 29 octobre que je suis à Lazare, après 3 mois de rue. Et Lazare, c'est une famille. Comme on dit, les jeunes actifs pourraient être mes enfants et donc du coup, la famille peut s'agrandir facilement, quoi. Vu qu'on n'a pas tous de portable, on a nos propres moyens pour communiquer en interne. C'est une sorte de Claude Lazare. C'est beaucoup plus efficace. Quelqu'un a de la farine ? Oui, mais... Balance ! On n'en est qu'à la version bêta. En plus d'Alix, 3 autres départs sont annoncés. Autant de chambres à relouer. C'est la première fois que je vais vivre une soirée avec autant de départs, quoi. Donc ça fait tout drôle. Depuis ce matin, j'y pense et je me dis, là, il va falloir ouvrir les 2 portes pour qu'ils sortent, quoi. Ils sont 4 à partir, merde, ça va faire gros, quoi. Rejoindre Lazare, c'est prendre des risques. Mais avec plus d'1 million de vues sur les réseaux sociaux, le succès est assuré. Le colloque incroyable, il n'a pas froid aux yeux ni au cœur. Donc ça, c'était la campagne pour l'été dernier pour recruter des nouveaux colocataires. Finalement, quelles sont les règles de vie dans une maison Lazare ? Alors, c'est les règles de vie qui ont pour seul but que cette cohabitation se passe bien, mais qui peuvent être exigeantes, comme par exemple, il n'y a pas de consommation d'alcool dans nos maisons. Il y a aussi des règles pour favoriser la rencontre. Donc il y a des choses un peu qui pourraient paraître anodines. Par exemple, il n'y a pas de lave-vaisselle pour que le moment de la vaisselle soit un moment
discussion, de partage, etc. Et puis après, il y a d'autres règles, comme par exemple, chacune des colocations s'engage à partager un repas par semaine ensemble. Et à l'échelle d'une maison Lazare, donc une maison Lazare, c'est une famille responsable, ce sont différentes colocations et des studios aussi, qu'on appelle des studios d'envol. C'est que tout ce beau monde, tout cet immeuble se retrouve pour un repas partagé le vendredi soir. Et comment se passent les recrutements? Parce qu'on voyait 3 ou 4 départs. Comment les gens intègrent ces maisons? Alors, il y a différents profils. Il y a le profil plutôt jeune actif, qui, à l'origine, quand on ouvre une maison comme à Rennes bientôt, c'est beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Donc, on va toucher les réseaux sur lesquels, qui vont impacter les jeunes. La réalité, c'est qu'une fois que la maison est ouverte, les témoignages des jeunes eux-mêmes qui ont vécu ces colocations et qui en parlent avec des étoiles dans les yeux, il n'y a pas meilleur com. Donc, en fait, le bouche à oreille, c'est super. Nantes, Lyon, franchement, la com, elle ne sert pas à grand-chose parce qu'on a souvent des listes d'attente de jeunes actifs qui veulent vivre ce que leur copain, leur copine a vécu avant. Et j'imagine que les prix sont aussi accessibles? Oui, exactement. Alors peut-être juste pour parler du recrutement des personnes en galère, c'est un peu, encore une fois, comme les bureaux du cœur. Alors Lazare, vous avez compris, c'est pas de l'accueil d'urgence parce que vivre en colocation, on a quand même besoin d'avoir une certaine stabilité, en tout cas d'avoir initié cette stabilisation. Mais ils sont recrutés du coup grâce à tout ce tissu associatif local, grâce aux structures de l'État, aux travailleurs sociaux de la ville, qui vont, une fois qu'elles connaissent bien Lazare, orienter des profils de personnes qui ont envie de franchir une étape dans la réinsertion et qu'elles sentent capables de vivre en communauté. Et est-ce que les personnes sans abri ou les personnes en galère, comme vous le dites, arrivent quand même un jour à quitter Lazare? Parce qu'on se doute bien que les actifs, ils y restent 1 an ou 2. Et que se passe-t-il pour... Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, évidemment, Lazare, c'est un toit, mais par contre, il y a dans les engagements, notamment des personnes qui ont connu la galère, il y a cet engagement à être suivi par un travailleur social. Le travailleur social va déjà redonner l'accès aux droits à nos colocs, qui est indispensable pour pouvoir payer le loyer qu'ils payent. On reviendra dessus un peu plus tard. Mais aussi pour commencer à leur redonner accès à la santé. Et ensuite, qu'ils soient suivis par rapport à leurs problèmes de santé, par leurs problèmes d'addiction, par rapport aux troubles psychiatriques que certains peuvent avoir. Donc il y a aussi toute cette partie vraiment santé, bien-être de la personne. Et enfin, une fois que toutes ces choses-là sont bien cadrées et qu'elles sont stabilisées, l'approche, la réflexion de retrouver un emploi peut être initiée à travers évidemment le travailleur social, mais aussi la famille, les colocs, qui chacun vont aussi, en redonnant confiance à la personne, lui le rassurer sur sa capacité à reprendre un des personnes qui resteront proches peut-être à la suite. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan qui nous fait découvrir ce matin une salle de bain mobile pour les plus démunis. Il est aux côtés de Laurana Galeandro de l'association Bulle Solidaire. Bienvenue dans la Bulle Mobile, ce camping-car douche qui a été développé par l'association Bulle Solidaire. Alors, Laurana, est-ce que tu peux nous présenter l'aménagement de ce camping-car un peu particulier? Effectivement, bienvenue. Et ben voilà, justement, tu es pile dans l'espace salon. C'est là que les personnes qui sont à la rue pourront boire un café, un thé et discuter avec les bénévoles de Bulle Solidaire pour un moment un peu chaleureux et convivial. Parce que le projet, c'est de faire des tournées régulières avec ce camping-car, et quand et où? Alors dans l'idée, on va commencer par une maraude par semaine sur Rennes, plutôt centre-ville. Et par la suite, si on en a la possibilité, en termes de moyens humains, on en fera 2, 3, 4, peut-être 7 par semaine. Ouais, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah oui, on espère aussi. Et pour ça, il faut des bénévoles. Tout à fait. Donc on en profite pour le dire, n'hésitez pas à contacter l'asso si vous voulez vous investir dans ce beau projet. Alors le camping-car, vous avez pu l'acheter grâce à des dons. C'est ça. Et vous avez surtout refait l'aménagement. Par exemple, il n'y a pas de cuisinière. Effectivement, on a enlevé tout ce qui est lavabo, cuisinière. Enfin, on a fait faire par un camping-cariste au nord de Rennes parce qu'on avait surtout besoin de rangement et d'augmenter la quantité de stockage d'eau. Et du coup, aujourd'hui, en dessous, à la place du frigo, on la verra pas ici parce qu'il y a du bois au-dessus, mais il y a une cuve d'eau vraiment beaucoup plus grosse qui permet normalement de stocker de quoi faire 15 douches. Et alors du coup, là, c'est la salle de bain, j'imagine, hein, c'est pas non plus une grande... Eh bien écoute, je te suis. Hein. Par contre, la salle de bain est immense, c'est la plus grande salle de bain de camping-car de la Terre. Oui, c'est
ça. Je pense qu'on pourrait rentrer dans le Guinness des records. L'idée, c'était d'avoir vraiment une salle de bain comme à la maison, parce que dans un camping-car, généralement, il faut vraiment rentrer dedans en rentrant le ventre. Donc, on a la salle de bain. Venez voir la douche. Je vais pas me mettre dedans. Ah si, je me mets dedans. Voilà, la douche. C'est vrai qu'elle est grande. Ouais, Oui. Je me suis mis en chaussettes, je précise. Oui, c'est ça. Du coup, oui, donc elle est grande. Le but, c'est que les personnes à la rue puissent passer un peu de temps ici pour. Exactement, et être reprendre, vraiment confortable. Donc il y a un petit banc pour s'asseoir, poser son sac, un lavabo évidemment pour pouvoir se raser le visage, se maquiller, se brosser les dents. Et puis on a un peu de stockage de produits juste là aussi. Ah oui, Bon, donc là, vous leur distribuez quelques produits aussi. Ah, bien sûr, les produits, les serviettes de toilette en bas qu'on donnera aussi à chaque fois. Parce que le but, c'est que les personnes puissent utiliser ça et repartir aussi avec leur petit stock pour la suite. Et au-delà du côté sanitaire, finalement, tout ce que vous faites, c'est aussi pour que ces personnes-là reprennent un peu confiance en elles. Oui, effectivement, il y a le côté santé pour éviter les caries, les infections, etc. Mais l'estime de soi, c'est super important aussi pour envisager une réinsertion sociale et ou professionnelle, pour aller à des rendez-vous, par exemple, administratifs ou un rendez-vous de recrutement. C'est quand même mieux d'avoir pu se pomponner un peu, se brosser les dents, etc. Bon, comment est-ce que les gens qui nous regardent peuvent vous aider ? En devenant bénévole, par exemple, et aussi en donnant des produits, puisqu'on a une carte interactive sur notre site internet, bullesolidaire.com, qui permet à tout le monde en fait, de localiser à Rennes et ailleurs en France nos points de collecte, puisqu'on récolte tout ce qui est savon, shampoing, serviettes de toilette, etc. Bon, longue vie à la bulle mobile, en tout cas. Merci pour cette belle découverte. Et puis moi, je vais aller remettre mes chaussures maintenant. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Evan. À demain. C'est vrai que quand on voit Bulle Solidaire, qu'on voit Emmaüs, qu'on voit Lazare, qu'on voit Bureau du Corps, on se dit, mais pourquoi on ne créerait pas davantage de ponts entre toutes ces organisations, Louane Le Sourd ? Il y a déjà trop de choses à faire, chacun dans son coin. Non, je pense qu'il y a déjà beaucoup de ponts. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs associatifs, mais aussi institutionnels. Au final, on se connaît. On se connaît bien avec plutôt le pas temps. mal, et Ouais. chacun a un peu sa spécialité dans l'accueil, dans la lutte contre la misère. Mais on se connaît, on crée les liens, on s'est vu une fois et on a continué à échanger. Donc malheureusement, il y a toujours de quoi faire, il y a toujours autant voire de plus en plus de situations de précarité, de misère. Et je pense que tout le monde y trouve sa place. Et justement, quand on parle d'entraide, on sait souvent aussi que le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Hein. Et quel est le modèle économique pour une association comme Emmaüs aujourd'hui ? Donc nous, dès les premiers pas des communautés, l'abbé Pierre a vraiment insisté pour que nous soyons indépendants. Donc pas de subvention, hein, vous le disiez tout à l'heure. Pour être indépendants, notamment financièrement. On a développé cette activité vraiment de récupération. Hein. C'était les bifins. On récupère des objets, on les revend. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, on peut accueillir n'importe qui, même des personnes qui ont des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, parce qu'on a cette indépendance. Ça nous permet aussi d'avoir un rôle militant, de combat, c'est-à-dire de porter sur la place publique la voix des plus précaires. Et c'est extrêmement important. Et ce combat, il est possible aussi parce qu'il y a des bénévoles, énormément de bénévoles chez Emmaüs. Quels sont peut-être aujourd'hui les champs qui nécessitent continuellement des besoins dans les missions bénévoles ? Nous, on a toujours besoin de monde, mais on est encore plutôt sur la rencontre, le faire ensemble, plutôt que sur des besoins spécifiques. D'accord. Moi, j'aime bien accueillir un bénévole qui peut avoir vraiment de grandes compétences en électronique et pas de le mettre dans l'atelier électro, mais à l'atelier livre. Ça permet aussi à un compagnon qui aura une expérience, une responsabilité de transmettre et de décaler les choses. Encore une fois, c'est vraiment l'âme d'une communauté d'être ensemble dans un lieu, autour d'une activité. Et cette activité, elle permet à des jeunes de 18 ans, des personnes de 70 ans, des Géorgiens, des Guinéens. On peut accueillir tout le monde et faire ensemble et imaginer une autre manière de vivre ensemble.
Et pour Bureau du Corps, j'imagine qu'il n'y a pas de subvention non plus. Non plus. Non, comment, démarre, voilà, comment ça marche pour vous, votre modèle Le modèle... Ça part juste de la volonté d'un chef d'entreprise finalement Tout à fait. C'est du bénévolat au niveau des... Moi, j'ai constitué une équipe, nous sommes 5 personnes pour porter le projet sur Rennes. C'est du bénévolat, bien évidemment, au niveau des gens qui nous ont rejoints, avec un public assez hétérogène, puisqu'on a une personne qui est institutrice, qui a deux demi-journées par semaine qu'elle se propose de mettre à disposition de l'association pour aider à relayer, porter le message de notre existence. On a un chef d'entreprise qui vient de céder son entreprise, un autre qui vient d'être en retraite. Et donc, l'équipe projet est évidemment bénévole et les chefs d'entreprise qui accueillent gratuitement des personnes qui sont à la rue le font totalement bénévolement et sans aucune aide d'aucune nature. Et l'espace dédié que vous avez prévu pour la personne que vous allez accueillir, elle est déjà prête? Oui, vous avez facilement aménagé un petit coin tel qu'on l'a vu dans le reportage à Nantes? Donc moi j'ai investi dans un canapé-lit. Nous avons fait percer une porte pour rejoindre le lieu dans lequel va se trouver la personne, qui est une grande salle de 50 mètres carrés à disposition, avec une entrée spécifique. On a fait en sorte de protéger l'accès aux données les plus sensibles de l'entreprise, au niveau micro-informatique, données sensibles des clients, puisque nous sommes un cabinet conseil, on a pas mal d'informations confidentielles pour nos clients qu'on devait veiller à bien protéger. Vous êtes dans quel secteur, si ce n'est pas indiscret? Moi, je suis dans le cabinet conseil en finance d'entreprise. Okay. Voilà. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous imaginez que ça va apporter pour votre entreprise? Est-ce que ça va développer votre fibre sociale? Est-ce que ça va avoir des effets positifs aussi sur vos salariés? C'est ce que vous attendez de ça aussi? Alors, pas du tout. L'idée première, c'était véritablement d'être utile aux gens qui sont dans la rue. Moi, j'ai trouvé l'idée qui a été lancée à Nantes il y a un peu plus d'un an fantastique. Elle a d'ailleurs un rayonnement au niveau national comme une traînée de poudre, puisqu'on est 14 départements déjà en France à porter cette initiative. Être utile aux gens qui sont dans la rue, comme pour l'association Rebond 35, dans laquelle je milite également, c'est-à-dire visite chez d'entreprises qui sont en difficulté, c'est important. Voilà. Je pense que chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, on veut donner du sens qui dépasse l'économique. Voilà. La surprise a été de découvrir la démarche extrêmement positive pour les salariés d'entreprise, qui finalement, moi j'ai proposé à notre équipe de rentrer dans cette démarche, de la porter et d'accueillir. L'adhésion collective, c'est ce que vous dites. Et je ne pouvais pas le faire seul, parce que je suis en déplacement, je ne suis pas forcément toujours dans l'entreprise. Or, il faut quelqu'un pour accueillir la personne qui vient dans nos locaux, quelqu'un qui soit aussi le matin en capacité d'avoir du lien social, de prendre le petit déjeuner, de parler. Et s'il n'y a pas une volonté, un projet d'entreprise derrière, on ne peut pas le faire. Ma surprise, ça a été de voir le côté très positif, très volontaire de l'équipe, et ça devient un projet d'entreprise dans une démarche RSE très intéressante. On va revenir à Lazare. Aujourd'hui, combien de maisons Lazare existe? Parce que je crois que c'est en France et aussi à l'international. Ouais. Alors on en a 11 en France et 4 à l'étranger, à Madrid, Bruxelles, Genève et Mexico. Et après on a pas mal de projets en cours. Et en fait en France, il faut imaginer que ça représente l'accueil de 200 personnes à peu près, un peu plus de 200 personnes tous les ans. Et rapidement, comment sont financées ces maisons? Oui, alors ce qu'il faut comprendre, Lazare, c'est 9 salariés au service de toutes ces maisons. Chaque maison, par contre, elle, sera basée exclusivement sur le bénévolat, avec la famille responsable qui s'engage pour 3 ans bénévolement. Les jeunes actifs aussi sont bénévoles. Et le modèle économique est à la fois très simple et très innovant pour l'associatif parce qu'on vise l'autofinancement. En fait, on lève des fonds pour financer tous les travaux de construction ou de réhabilitation des maisons. Une fois que la maison est ouverte, tout le monde paye un loyer, la famille, tous les colocs, ayant connu la galère aux jeunes actifs, ils vont payer d'ailleurs le même loyer pour une question vraiment. À peu près, c'est à 310 €, exactement. Et en fait, ces loyers vont permettre de couvrir l'intégralité des charges de la maison. Et l'idée, c'est que chacune de ces maisons soit excédentaire et que l'excédent participe à couvrir les frais de structure de l'association. Et comme ça, il y a ce côté hyper bénéfique. À chaque fois qu'on ouvre une nouvelle maison, à la fois, on accueille plus de personnes et on accompagne plus de personnes vers la réinsertion, mais aussi, on se rapproche un peu plus de l'autofinancement. Alors, il nous reste 55 secondes. Je vais vous demander un exercice pas facile. Qu'est-ce que ça vous a apporté à chacun, personnellement, toutes ces expériences associatives que vous avez menées ou que vous menez actuellement? Elouane Le Sourd. Moi, ça m'apporte au quotidien, c'est un mode de... C'est un moteur pour vous? C'est une volonté, c'est
Pour moi, la société, elle n'est pas parfaite. Il faut tous les jours agir pour changer ça. Et C'est un projet de société. Voilà, au quotidien, j'agis là-dessus. Jean-Marc Tarian, en un mot? Eh bien, ça donne du sens à la vie, ça permet de savoir pourquoi on se lève le matin, et ça enrichit personnellement fortement. Dernier mot pour... Et moi, c'est vraiment, à titre personnel, c'est vraiment voir au-delà des apparences. Tous les jours, je découvre les talents et la magie de nos colocs. Et parfois, je me dis, tiens, j'aurais jamais imaginé ça. Et je me dis, en fait, il faudrait que dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma vie amicale, dans ma famille, eh ben, j'ai toujours ce regard d'arriver à dépasser beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. À demain. C'est le générique, ça. On n'a pas le droit de toucher la culture. Hyper à l'aise.